Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo permettant de réviser la notion de dorsale océanique. Quand on s'intéresse au globe terrestre, on constate qu'on peut le découper en plusieurs plaques lithosphériques et au niveau des limites entre deux plaques, on constate une activité géologique. On peut alors retrouver un contexte de divergence, c'est-à-dire que les deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, ou on peut avoir des contextes de convergence où les deux plaques se rapprochent l'une de l'autre. Dans le cadre de notre vidéo, on s'intéressera à une dorsale qualifiée de rapide, ce qui correspond globalement à la situation de la dorsale Est-Pacifique qui sépare la plaque pacifique de la plaque Nazca. Avant d'étudier la dorsale océanique à proprement parler, on va se replacer dans le contexte de la formation d'une dorsale. Tout débute par un contexte de divergence où il faut imaginer qu'une lithosphère va subir des forces de traction à ses deux extrémités. Une lithosphère, c'est un ensemble formé par une croûte terrestre, qu'elle soit océanique ou continentale, mais également par le manteau lithosphérique qui est situé en dessous. Les forces de traction aux deux extrémités de la lithosphère vont conduire à un amincissement de la croûte. Cela va conduire à une fracturation, une diminution de l'épaisseur de cette couche, et par conséquent, puisque la croûte perd en épaisseur, tous les matériaux situés en dessous vont avoir tendance à remonter. Ceci est également visible sur cette animation en 3D. On va imaginer ici que cette couche correspond de la croûte continentale. Cette couche a du manteau lithosphérique, bien qu'elle ne soit pas représentée en vert, et ici le manteau asténosphérique. La divergence va entraîner la fracturation de la croûte continentale avec l'apparition de nombreuses failles normales et des effondrements. Tout cela conduit à la diminution de l'épaisseur de la croûte continentale. Donc c'est exactement ce qu'on a vu précédemment en deux dimensions avec notre schéma. Donc on a des matériaux habituellement situés en profondeur, tels que l'asténosphère et le manteau lithosphérique, qui vont remonter. Et on va voir quelles sont les conséquences de cette remontée. Mais avant de traiter de cela, on va étudier quelques propriétés du globe terrestre. Nous sommes ici en présence du géotherme de la Terre. Il s'agit d'une courbe qui matérialise l'évolution de la température en fonction de la profondeur. De manière globale, plus on se rapproche du centre de la Terre et plus la température augmente. On va à présent s'intéresser à un autre paramètre physique, la pression. Plus on se rapproche du cœur de la Terre et plus cette pression augmente. En résumé, la température et la pression augmentent avec la profondeur au cœur de la Terre. Pourquoi la pression augmente avec la profondeur? Ici, si on s'intéresse à une roche qui serait localisée spécifiquement au niveau de cette croix rouge, il faut imaginer qu'elle doit supporter le poids de toutes les couches de roches qui sont situées au-dessus d'elle, ce qui correspond à des kilomètres et kilomètres de roches. Par conséquent, elle subit une pression provenant de toutes les couches de roches situées au-dessus d'elle. En résumé, la température augmente avec la profondeur et la pression augmente avec la profondeur. Or, on va venir ajouter deux informations importantes. La température, elle favorise la fusion d'une roche. Plus elle augmente, plus elle favorise la fusion. En revanche, la pression, plus elle est élevée et plus elle va limiter la fusion d'une roche. On a donc deux forces contraires et qui vont s'affronter avec la profondeur. Il est alors intéressant de se pencher sur les diagrammes de pression-température de la péridotite, à savoir la roche du manteau lithosphérique et de la sténosphère. Le diagramme pression-température ne doit pas vous inquiéter, c'est un diagramme qui présente l'état de la roche en fonction de la température et de la pression, qui augmente naturellement avec la profondeur. On peut alors délimiter plusieurs domaines, ici le domaine solide, ici on a le domaine liquide plus solide qui correspond au magma. Et enfin, le domaine liquide. Ces domaines sont délimités par des droites, vous pouvez le voir ici. Ici, c'est ce qu'on appelle le solidus. Donc, c'est l'ensemble des conditions de pression et de température qui délimitent le domaine du solide du domaine du liquide plus solide. À présent, on va s'intéresser à cette courbe en bleu, le géotherme de plaine abyssale. Pour simplifier, il s'agit du géotherme théorique, c'est-à-dire l'évolution classique de la température avec la profondeur. Plaine abyssale, en fait, c'est le plancher océanique à distance de la dorsale, là où il n'y a pas d'activité magmatique particulière. Si on s'intéresse à ce géotherme théorique, on se rend compte qu'il ne recoupe pas
le solidus et que donc on est censé avoir des péridotites qui sont uniquement à l'état solide, quelle que soit la profondeur à laquelle on se situe dans le globe terrestre. Pour autant, on sait qu'il y a de l'activité magmatique au niveau d'une dorsale océanique, et donc ça peut paraître assez étrange. Quand on s'intéresse au géotherme d'une dorsale océanique, on constate des différences. La température n'évolue pas de la même manière avec la profondeur. Et on constate que d'environ 10 à 120 km de profondeur, notre géotherme recoupe le solidus et se trouve dans le domaine du liquide plus solide. Traduction, de 10 à 120 km sous l'axe d'une dorsale, on a de l'activité magmatique avec la production de magma. Maintenant, le plus difficile à comprendre, c'est pourquoi ici au niveau d'une dorsale, on va avoir une activité magmatique. Donc, si vous vous souvenez bien, on a dit que sous une dorsale, l'asténosphère remonte. Si elle remonte, cela veut dire que la pression diminue. Donc une asténosphère qui remonte vers la surface va subir une perte de pression, c'est ce que l'on nomme la décompression. Et comme la pression est censée limiter la fusion partielle, si on a une perte de pression, eh bien on va avoir tendance à favoriser l'entrée en fusion partielle. L'autre paramètre qui favorise la fusion, c'est la température. Et on s'attend à avoir une perte de température si on se rapproche de la surface du globe terrestre. Pourtant, ici, la remontée de l'asténosphère se fait suffisamment rapidement pour qu'il n'y ait pas de refroidissement et qu'il n'y ait pas de perte de chaleur. La remontée de l'asténosphère se nomme donc décompression adiabatique. Décompression car il y a une perte de pression, adiabatique car il y a peu ou pas de perte de chaleur. Si vous n'avez toujours pas compris, on va essayer d'expliquer ça d'une autre manière. On va considérer encore ce diagramme, mais on va oublier, si vous le voulez bien, cet axe des pressions. Il peut compliquer la compréhension du mécanisme. Imaginons que nous sommes à distance de la dorsale, là où le géotherme théorique s'applique. On va aller à 80 km de profondeur, ce qui correspond à une température d'environ 1200 degrés Celsius. Ici, une roche qui est à 80 km de profondeur, elle ne va pas entrer en fusion partielle, elle est dans le domaine du solide. En revanche, si on se situe au niveau d'une dorsale océanique, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 80 km de profondeur pour avoir une roche de 1200 degrés Celsius. Si on s'intéresse au géotherme de la dorsale, eh bien ça correspond à une profondeur d'environ 10 km. On comprend donc que ce géotherme il se décale ici et que ça c'est lié à quoi? C'est lié tout simplement au fait qu'au niveau d'une dorsale, les matériaux remontent vers la surface, la pression diminue et donc les températures sont plus élevées à moindre profondeur. À présent, on va s'intéresser à ce magnifique schéma. Je ne sais pas qui a fait ce schéma, mais il est incroyable. Et on va s'intéresser à l'asténosphère qui va remonter. Donc on a une perte de pression, mais pas de perte de chaleur. C'est une décompression adiabatique. Super, la péridotite va donc franchir le solidus et entrer en fusion partielle. On a du magma qui commence à se former. Et ce magma, il va s'injecter de manière périodique dans cette cavité que l'on nomme la chambre magmatique. Il faut se rappeler que la péridotite, elle subit une fusion partielle, c'est-à-dire qu'une partie va fondre et donner du magma, et il y a une partie qui va rester sur place, qui ne va pas entrer en fusion. Et ce qui va rester, c'est une roche qu'on qualifie de roche résiduelle, parce qu'elle a perdu de quelques éléments chimiques qui sont passés dans le magma. Et cette roche résiduelle, c'est également une péridotite, mais qui est appauvrie en quelques éléments chimiques. Et c'est ça qui va donner naissance à notre manteau lithosphérique. Reportons notre attention au magma qui a été injecté dans cette cavité. Alors cette cavité, elle prend naissance du simple fait qu'on est dans un contexte de divergence. Les deux plaques s'éloignent l'une de l'autre. Il y a des effondrements, des fracturations, et ça va générer cette cavité, ce vide dans lequel du magma est injecté. Donc il va être animé de mouvements de convection, comme le ferait de l'eau dans une casserole.
Et ce qui va nous intéresser, c'est que le magma, quand il s'écoule le long des parois, il va refroidir. En effet, les parois de la chambre magmatique sont plus froides que le cœur de la chambre. Et au contact de la paroi de cette cavité, le magma va cristalliser. Attention, la cristallisation, c'est un mécanisme relativement lent et qui se fait en plusieurs étapes. On peut s'intéresser à cette figure qui donne une bonne idée de ce qu'est la cristallisation fractionnée. Ici en rouge est représenté un magma d'une composition initiale que l'on qualifie de A. Ici on n'a qu'à imaginer que c'est la paroi de notre chambre magmatique et on va voir que ce magma il va cristalliser par étapes. Dans un premier temps, ce sont les olivines qui vont cristalliser. Dans un second temps, ce sont les pyroxènes qui vont cristalliser. Ici, la couleur du magma, elle a été modifiée, elle est dans les tons orangés. C'est pour vous faire comprendre que les éléments chimiques qui cristallisent et qui passent à l'état solide, eh bien, ils quittent le magma qui va donc changer de composition. Et enfin, ce seront les feldspaths plagioclases qui vont cristalliser en dernier. Et ici, on a un magma qui a encore changé de composition puisqu'on est venu retirer des éléments chimiques qui sont à présent présents dans les minéraux à l'état solide. Donc c'est super, on a du magma qui cristallise lentement en profondeur le long des parois de la chambre magmatique. Et quand un magma a le temps de refroidir, tous les minéraux vont cristalliser et on a ce qu'on appelle une roche de texture grenue, c'est-à-dire que tous les minéraux cristallisent et il n'y a pas de formation de verre volcanique. Cette cristallisation fractionnée le long des parois va donc donner du gabbro. Alors attention, on distingue deux types de gabbro, les gabbros massifs et les gabbros lités. C'est juste lié à leur structure, c'est-à-dire qu'un gabbro lité, eh bien, on va avoir des couches de roches qui vont se superposer les unes aux autres et ça donne un peu l'impression de voir la tranche d'un livre avec les différentes pages superposées les unes aux autres. Donc ça, c'est juste une différence structurale, hein. C'est la même roche, juste qu'on distingue les gabbros massifs des gabbros lités. Super, donc ces roches, elles cristallisent sur les parois. Et maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a de la divergence qui se fait plus ou moins en continu. Donc, on a aux extrémités des deux plaques des forces de traction. Et donc, une roche qui s'est formée ici, au cours du temps, elle va se déplacer, dans notre cas, vers l'est. En fait, les roches qui se forment à t égale 0 ici, ce sont les roches qui seront présentes ici dans quelques années. On comprend donc que l'origine du plancher océanique, c'est-à-dire l'origine de la croûte océanique, eh bien, elle se situe ici, hein. Ces roches qu'on peut retrouver au fond des océans, elles ont été générées à un instant T le long des parois de la chambre magmatique. Alors attention parce qu'il y a une partie du magma qui va remonter vers la surface et se retrouver au contact de l'eau du fond des océans qui est à 4 degrés Celsius. Alors là, c'est un refroidissement qui ne va pas être lent, qui va être très brutal. Et donc, on va avoir une cristallisation rapide en surface. Tous les minéraux n'ont pas le temps de cristalliser. On aura donc une roche de texture microlithique, des minéraux qui ont cristallisé et qui sont noyés dans un verre volcanique. La roche qui correspond à ce mode de refroidissement, c'est le basalte. Alors, on a les basaltes en coussin. Donc, ce sont les basaltes qui se sont formés au contact de l'eau. Et ici, on a ce qu'on appelle des filons de basalte. Donc, ce sont des basaltes qui s'organisent selon des plans verticaux. Et ça, c'est lié notamment au fait que le magma, quand il remonte ici, s'injecte de cette manière-là. Et en refroidissant, ça donne cette organisation en filons. On a donc un magma qui cristallise lentement en profondeur ou brutalement en surface et qui va générer des roches, basalte ou gabbro, qui vont se déplacer latéralement, donc vers les côtés, au cours du temps, sous l'effet de la divergence. Maintenant, ce qui peut poser problème, c'est cette partie-là, le manteau lithosphérique qui fait partie de la lithosphère, hein. On voit que cette couche est très fine au point de départ de la cavité, que l'on nomme chambre magmatique, et qui va s'épaissir au fur et à mesure de l'éloignement de l'axe à la dorsale. Alors, en général, on définit la limite inférieure du manteau lithosphérique par ce que l'on nomme l'isotherme 1300 degrés. Donc, c'est une ligne fictive le long de laquelle, en chaque point, on a la même température, à savoir 1300 degrés Celsius. Donc, il faut imaginer que cet isotherme, eh bien, il matérialise la limite inférieure du manteau lithosphérique. Pourquoi ce critère thermique il est intéressant?
eh bien au-delà de 1300 degrés Celsius, on est sur des matériaux ductiles. Et je vous rappelle que la sténosphère est ductile. En deçà de 1300 degrés, on est sur des matériaux rigides et cassants, et c'est ce qui définit notamment le manteau lithosphérique. En résumé, au cours du temps, les roches se refroidissent et l'isotherme 1300 degrés s'enfonce, donc le manteau lithosphérique il va s'épaissir. Alors pourquoi ça s'enfonce? Eh bien, c'est parce que comme ça se refroidit, si je veux atteindre 1300 degrés Celsius, eh bien, je suis obligé d'aller beaucoup plus en profondeur, jusqu'à environ 80 km de profondeur. Là où si je me situe au niveau de l'axe de la dorsale, il fait plus chaud, on a un géotherme qui est anormal, on l'a vu tout à l'heure sur le diagramme de pression-température. Et donc 1300 degrés, je les atteins très rapidement, environ 10 km de profondeur. Pour terminer, on peut distinguer différents types de dorsales. Le schéma ici nous présente ce que l'on appelle une dorsale rapide. Ça veut dire que les deux plaques s'éloignent rapidement l'une de l'autre. Par conséquent, la sténosphère remonte relativement rapidement. On produit du magma de manière continue, de manière abondante. Et donc ce magma, il va s'injecter dans la cavité que l'on nomme chambre magmatique, refroidir et générer des roches. Une dorsale rapide, elle est caractérisée toujours par ce relief bien marqué ici, ce bombement. C'est notamment lié au fait qu'on a une activité magmatique importante, donc des roches qui se forment de manière abondante, et ça cause ce petit bombement au niveau de l'axe de la dorsale, là où le magma va venir s'écouler en surface et refroidir. Là, on a des coulées de basalte en surface. Ici, on est en face d'une dorsale lente, donc ça veut dire qu'il y a bien de la divergence. Les deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, mais ça se fait plus lentement au cours du temps. Donc, effectivement, on va avoir des effondrements, on va avoir la chambre magmatique, mais la sténosphère remonte moins rapidement, donc on a moins de magma qui va se former, et si on a moins de magma, on a moins de roches qui vont cristalliser et former ce que l'on nomme la croûte océanique. Par conséquent, la croûte océanique d'une dorsale lente, eh bien, elle est moins importante que celle d'une dorsale rapide. Ici, on n'est que sur 4 km d'épaisseur, alors que dans le cadre d'une dorsale rapide, on est plutôt sur du 7 km d'épaisseur, même si on ne le voit pas bien ici. Maintenant, prenons un cas extrême, le cas d'une dorsale très lente. La divergence est toujours présente, les deux plaques s'éloignent l'une de l'autre, mais ça se fait très lentement au cours du temps. Par conséquent, la sténosphère remonte lentement, on peut avoir des pertes de chaleur, et donc l'activité magmatique elle est moins prononcée et moins régulière dans le temps. Il peut y avoir des périodes au cours desquelles du magma ne se forme pas. Et donc ça peut conduire à cette situation où les deux plaques continuent à s'éloigner l'une de l'autre, on n'a plus d'activité magmatique, et donc les matériaux situés en profondeur ils remontent sans entrer en fusion partielle, et ça peut aboutir à cette situation où on peut observer directement à l'affleurement du manteau. Ici, on voit quelques points gris qui correspondent à du basalte ou du gabbro pour indiquer que on peut avoir une activité magmatique qui est limitée dans le temps et qui, par cristallisation, va donner un peu de gabbro, un peu de basalte, mais on ne sera pas sur une couche homogène constituée uniquement des roches de la croûte océanique. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça aura clarifié certains points. Et voilà, cette vidéo, vous pouvez la montrer à vos proches, votre frère, votre soeur, votre voisin, votre chien, faites-vous plaisir, elle est là pour ça.